Pour une anthropologie anarchiste, par David Graeber. Introduction. Anarchisme, nom donné à un principe ou à une théorie de la vie et de la conduite en vertu de laquelle la société est conçue sans gouvernement. Dans une telle société, l'harmonie est obtenue non pas par la soumission à la loi ou par l'obéissance à une autorité quelle qu'elle soit, mais par des ententes librement consenties entre les divers groupes territoriaux et professionnels formés librement pour assurer la production et la consommation, ainsi que pour satisfaire la variété infinie des besoins et des aspirations de tout être civilisé. Pierre Kropotkin, Encyclopédie Britannica. En gros, si vous n'êtes pas un utopiste, vous êtes un imbécile. Jonathan Feynman, Indigenous Planning Times. Ce qui suit est une série de pensées, d'ébauches, de théories potentielles et de petits manifestes qui visent à donner un aperçu des grandes lignes d'une théorie radicale qui n'existe pas comme telle, mais qui pourrait un jour exister. Comme il y a de très bonnes raisons pour lesquelles une anthropologie anarchiste devrait exister, nous pourrions commencer par nous demander pourquoi une telle anthropologie n'existe pas, ou d'ailleurs pourquoi il n'existe pas de sociologie anarchiste, d'économie anarchiste, de théorie littéraire anarchiste ou de sciences politiques anarchistes. Pourquoi y a-t-il si peu d'anarchistes dans les universités ? C'est une question pertinente parce que l'anarchisme, en tant que philosophie politique, est véritablement en plein essor. Des mouvements anarchistes ou inspirés de l'anarchisme se développent partout dans le monde. Alors qu'ils étaient à la base de l'organisation dans le mouvement altermondialiste, les principes anarchistes traditionnels, autonomie, association volontaire, autogestion, entraide, démocratie directe, jouent maintenant ce rôle dans des mouvements radicaux de toutes sortes. Les révolutionnaires au Mexique, en Argentine, en Inde et ailleurs parlent de moins en moins de prendre le pouvoir et ont commencé à formuler des idées radicalement différentes sur ce que la révolution pourrait même vouloir dire. La plupart, il est vrai, ne vont pas jusqu'à utiliser le mot anarchiste. Mais comme l'a récemment souligné Barbara Epstein, l'anarchisme a déjà largement pris la place qu'occupait le marxisme dans les mouvements sociaux des années 60. Même ceux qui ne se considèrent pas comme anarchistes sentent qu'ils doivent se définir par rapport à l'anarchisme et s'inspirent de ces idées. Et pourtant, cela n'a eu presque aucun écho dans le milieu universitaire. La plupart des universitaires semblent n'avoir qu'une idée très vague de ce qu'est l'anarchisme ou le rejettent sur la base des stéréotypes les plus grossiers. Une organisation anarchiste, mais n'est-ce pas une contradiction ? Aux États-Unis, il y a des milliers d'universitaires marxistes, d'une tendance ou d'une autre, mais à peine une douzaine d'universitaires prêts à s'identifier ouvertement comme anarchistes. Les universitaires accusent-ils simplement un retard ? C'est possible. Peut-être que d'ici quelques années, l'université sera envahie par les anarchistes, mais permettez-moi d'en douter. Il semble en effet que le marxisme ait des affinités avec le milieu universitaire que l'anarchisme n'aura jamais. Le marxisme est, après tout, le seul grand mouvement social qui ait été inventé par un détenteur d'un doctorat, même s'il est devenu par la suite un mouvement destiné à rallier la classe ouvrière. Toutefois, la plupart des versions de l'histoire de l'anarchisme supposent qu'il en a été de même pour celui-ci. L'anarchisme est présenté comme l'invention de certains penseurs du XIXe siècle, Proudhon, Bakounine, Kropotkin, etc., et il aurait par la suite inspiré des organisations de la classe ouvrière. Se serait retrouvé pris dans les luttes politiques, puis divisé en sectes. L'anarchisme, dans les versions courantes, est habituellement présenté comme le parent pauvre du marxisme. Théoriquement un peu boiteux, mais compensant peut-être l'intelligence par la passion et la sincérité. En fait, l'analogie est au mieux forcée. Au XIXe siècle, les fondateurs, entre guillemets, ne considéraient pas avoir inventé quoi que ce soit de particulièrement nouveau. Les principes de base de l'anarchisme, autogestion, association volontaire et entraide, renvoyaient à des formes du comportement humain qu'ils présumaient être aussi vieilles que l'humanité. Cela vaut également pour le rejet de l'État et de toutes les formes de violence structurelle, d'inégalité et de domination. Anarchisme signifie littéralement sans dirigeant.
et même pour l'idée que tous ces éléments sont reliés d'une manière ou d'une autre et se renforcent mutuellement. Rien de cela n'était présenté comme une nouvelle doctrine étonnante, et effectivement, ce n'en était pas une. On trouve des écrits avançant des idées semblables tout au long de l'histoire, et ce, malgré le fait qu'on ait toutes les raisons de croire qu'à la plupart des époques et dans la plupart des lieux, de telles opinions étaient les moins susceptibles d'être couchées sur papier. Il s'agit donc moins d'un cadre théorique que d'une attitude, voire d'une conviction. Le rejet de certaines formes de relations sociales, la certitude que d'autres formes de relations représenteraient de bien meilleurs fondements sur lesquels construire une société saine, et la croyance qu'une telle société pourrait vraiment exister. Même en comparant les courants historiques du marxisme à l'anarchisme, on peut voir que l'on a affaire à un projet fondamentalement différent. Les écoles marxistes ont des auteurs. Tout comme le marxisme est né de la pensée de Marx, il y a des léninistes, des maoïstes, des trotskistes, des gramsciens, des althussériens. Remarquez comment la liste commence par des chefs d'État et se termine par des intellectuels. Pierre Bourdieu a un jour fait remarquer que si le milieu universitaire est un jeu dans lequel les universitaires luttent pour dominer, alors vous savez que vous avez gagné quand d'autres universitaires commencent à se demander comment faire un adjectif de votre nom. C'est, semble-t-il, pour conserver la possibilité de gagner la partie que les intellectuels s'obstinent, lorsqu'ils discutent entre eux, à employer une vision de l'histoire reposant sur le culte des grands hommes. Vision qu'ils décriraient dans à peu près n'importe quel autre contexte. Les idées d'intellectuels, qu'il s'agisse de Foucault, de Trotsky ou d'autres, ne sont jamais traitées comme étant essentiellement le produit d'un certain milieu intellectuel, issu de conversations et de longs débats impliquant des centaines de personnes, mais toujours comme si elles étaient le fruit du génie d'un seul homme, ou très occasionnellement d'une femme. Ce n'est pas exactement que le courant marxiste se soit constitué en discipline universitaire, ou qu'il en soit venu à dicter comment les intellectuels radicaux, ou de plus en plus tous les intellectuels, devaient se traiter entre eux. En fait, ces deux phénomènes se sont en quelque sorte développés en tandem. Dans le milieu universitaire, cela a eu plusieurs conséquences positives. Le sentiment qu'il devait y avoir un fondement moral aux préoccupations du milieu, que celles-ci devaient avoir un rapport avec la vie des gens, avoir une pertinence sociale. Mais également plusieurs conséquences désastreuses, comme celle de transformer une grande partie du débat intellectuel en une sorte de parodie de lutte politique sectaire, chacun cherchant à réduire les arguments de l'autre à de ridicules caricatures, afin de les déclarer non seulement erronés, mais néfastes et dangereux, même si le débat use généralement d'un langage si obscur que quiconque n'a pu se payer 7 années d'études supérieures n'a aucun moyen de savoir qu'il y a un débat. Prenez maintenant les différents courants de l'anarchisme. Il y a les anarcho-syndicalistes, les anarcho-communistes, les insurrectionnistes, les coopérativistes, les individualistes, les plateformistes. Aucune de ces écoles ne porte le nom d'un grand penseur. Leur nom est plutôt dérivé, invariablement, d'une pratique, ou le plus souvent d'un principe organisationnel. Ce n'est pas anodin si les courants marxistes, qui ne portent pas le nom d'individus, comme l'autonomisme ou le communisme de conseil, sont également ceux qui sont les plus proches de l'anarchisme. Les anarchistes aiment se distinguer par ce qu'ils font et leur façon de s'organiser pour le faire. C'est en effet là-dessus que les anarchistes ont passé le plus de temps à réfléchir et à débattre. Les anarchistes n'ont jamais eu beaucoup d'intérêt pour les grandes questions d'ordre stratégique ou philosophique qui ont historiquement préoccupé les marxistes. La paysannerie est-elle une classe potentiellement révolutionnaire ? Les anarchistes considèrent qu'il revient aux paysans d'en décider. Quelle est la nature de la marchandise ? Ils ont plutôt tendance à débattre entre eux de la façon véritablement démocratique d'organiser une réunion, du moment où l'organisation arrête d'être émancipatrice et commence à brimer les libertés individuelles, ou encore de l'éthique dans les pratiques d'opposition au pouvoir. Qu'est-ce que l'action directe ? Est-il nécessaire, ou est-il juste, de condamner publiquement quelqu'un qui a assassiné un chef d'État ? Ou encore, un assassinat, surtout s'il prévient quelque chose de terrible comme une guerre, peut-il être un acte moral ? Quand est-il acceptable de briser une vitrine ? Donc,
Pour récapituler, d'un côté, le marxisme tend à être un discours théorique ou analytique sur une stratégie révolutionnaire. De l'autre, l'anarchisme tend à être un discours éthique sur la pratique révolutionnaire. Bien sûr, tout ce que j'ai dit est en quelque sorte une caricature. Il y a eu des groupes anarchistes totalement sectaires et bien des marxistes libertaires orientés vers la pratique, dont moi-même sans doute. Et pourtant, même présentés ainsi, il semble y avoir une grande complémentarité potentielle entre le marxisme et l'anarchisme. Et il y en a une. En effet, même Michel Bakounine, malgré ses disputes interminables avec Marx sur les questions pratiques, a lui-même traduit le Capital en russe. Mais cela aide aussi à comprendre pourquoi il y a si peu d'anarchistes dans les universités. Ce n'est pas seulement que l'anarchisme n'ait que faire de théories de haute voltige, c'est qu'il s'intéresse surtout aux formes de pratique. Il insiste avant tout sur le fait que les moyens doivent être en accord avec les objectifs. On ne peut obtenir la liberté par des moyens autoritaires. En fait, on doit soi-même, autant que possible, dans ses relations avec ses amis et ses alliés, incarner la société que l'on souhaite créer. Or, cela est difficilement conciliable avec le fonctionnement de l'université, peut-être la seule institution occidentale, avec l'Église catholique et la monarchie britannique, qui soit demeurée à peu près intacte depuis le Moyen-Âge. On y organise des joutes intellectuelles lors de conférences dans des hôtels luxueux, tout en prétendant que, d'une certaine manière, cela sert la révolution. On peut penser à tout le moins qu'être un professeur ouvertement anarchiste signifierait remettre en question la façon dont les universités sont gérées, ce qui ne se fait pas en exigeant la création d'un département d'études anarchistes, ce qui, bien sûr, lui attirerait beaucoup plus d'ennuis que tout ce qu'il pourrait écrire par ailleurs. Cela ne signifie pas qu'une théorie anarchiste soit impossible. Cela ne signifie pas que les anarchistes doivent être contre la théorie. Après tout, l'anarchisme en soi est une idée, même si elle est très ancienne. Après tout, l'anarchisme en soi est une idée, même si elle est très ancienne. C'est aussi un projet qui a pour but de commencer à créer les institutions d'une nouvelle société au sein de l'ancienne, afin de révéler, de subvertir et de fragiliser les structures de domination, mais en procédant toujours de façon démocratique, pour démontrer que ces structures ne sont pas nécessaires. Il est évident qu'un tel projet requiert des outils d'analyse et de compréhension intellectuelle, mais il pourrait se passer de métathéorie, au sens où on l'entend aujourd'hui. Il n'a certainement pas besoin d'une métathéorie anarchiste unique. Cela serait complètement contradictoire. Il faudrait plutôt, selon moi, quelque chose dans l'esprit des processus anarchistes de prise de décision utilisés tant par les petits groupes d'affinité que par les gigantesques conseils de délibération réunissant des milliers de personnes. La plupart des groupes anarchistes fonctionnent à l'aide d'un processus de consensus qui a été développé, à bien des égards, en opposition directe au style autoritaire, antagonique et sectaire, si populaire parmi d'autres groupes radicaux. Appliqué à la théorie, cela se traduirait par la nécessité d'une diversité de perspectives métathéoriques, unies seulement par certains engagements et entendements communs. Dans le processus de consensus, tout le monde s'entend dès le départ sur certains grands principes et sur les raisons d'être du groupe. Au-delà de ces principes, il va de soi que personne ne convertira jamais complètement une autre personne à son point de vue, et ne devrait probablement pas tenter de le faire, et que la discussion doit donc porter sur des questions concrètes liées aux actions et sur l'élaboration d'un plan que tous considéreront comme acceptable et qui ne violera les principes de personne. On pourrait voir un parallèle ici, une série de perspectives diverses, unies par un désir partagé de comprendre la condition humaine et de la faire avancer dans la direction d'une plus grande liberté. Plutôt que de reposer sur le besoin de prouver que les hypothèses fondamentales des autres sont erronées, cette approche cherche à faire émerger des projets spécifiques qui se renforcent mutuellement. Ce n'est pas parce que des théories sont incommensurables à certains égards qu'elles ne peuvent coexister ou même se renforcer mutuellement, pas plus que le fait que des individus aient des conceptions du monde uniques et incommensurables ne signifie qu'ils ne peuvent devenir amis ou amoureux, ou travailler à des projets communs. Ce dont l'anarchisme a besoin, encore plus que d'une métathéorie, c'est de ce qu'on pourrait appeler une microthéorie, une façon d'aborder les questions concrètes et immédiates qui
qui émergent d'un projet de transformation. Les sciences sociales traditionnelles ne nous sont donc d'aucune aide ici, parce qu'elles associent généralement ces questions à la sphère de politique d'État, et aucun anarchiste qui se respecte ne veut avoir affaire à cela. Contre les politiques. Un petit manifeste. La notion de politique, au pluriel, suppose un État ou un appareil administratif qui impose sa volonté aux autres. Les politiques sont la négation de la politique. Les politiques sont, par définition, concoctées par une élite qui tient pour acquis qu'elle sait mieux que les autres comment leurs affaires doivent être menées. Dans un débat sur les politiques, le mieux à faire est de limiter les conséquences négatives de celles-ci, puisque le principe même va à l'encontre de l'idée selon laquelle les gens doivent se prendre en main. La question devient donc, quelle sorte de théorie sociale aurait un intérêt pour ceux qui tentent d'aider à l'émergence d'un monde dans lequel les gens sont libres de se gouverner eux-mêmes? C'est là le principal objet de cet essai. Pour commencer, je dirais qu'une telle théorie devrait être fondée sur des hypothèses de départ, quelques-unes seulement, probablement juste 2. Premièrement, cette théorie devrait partir de l'hypothèse que, comme le dit la chanson populaire brésilienne, un autre monde est possible. Que des institutions comme l'État, le capitalisme, le racisme et la domination masculine ne sont pas inévitables. Qu'il serait possible de vivre dans un monde dans lequel ces choses n'existeraient pas et que nous nous en porterions tous mieux. Adopter un tel principe est presque un acte de foi, car comment pouvons-nous avoir des certitudes à ce sujet? Il pourrait s'avérer qu'un tel monde n'est pas possible. Mais quelqu'un pourrait aussi arguer que c'est justement cette absence de certitude absolue qui fait de cet engagement envers l'optimisme un impératif moral. Puisqu'on ne peut savoir qu'un monde radicalement meilleur est impossible, ne trahissons-nous pas tout le monde en insistant pour continuer à justifier et à reproduire le gâchis dans lequel nous sommes aujourd'hui? Et quand bien même nous nous tromperions, nous pourrions tout de même nous en rapprocher de ce meilleur monde. Contre l'anti-utopisme. Un autre petit manifeste. Il faut bien sûr répondre ici à une objection inévitable. L'utopisme a mené à des horreurs sans nom, alors que staliniens, maoïstes et autres idéalistes essayaient d'imposer à la société des formes impossibles, tuant au passage des millions de personnes. Cet argument dissimule une conception erronée, selon laquelle le problème ait été le fait même d'imaginer un monde meilleur. Les staliniens et leurs semblables n'ont pas tué parce qu'ils avaient de grands rêves. En fait, les staliniens étaient plutôt reconnus pour leur manque d'imagination. Mais parce qu'ils prenaient leurs rêves pour des certitudes scientifiques. Cela les a amenés à croire qu'ils avaient le droit de recourir à un appareil de violence pour imposer leur vision. Les anarchistes ne proposent rien de tel. Ils ne présument aucun cours inéluctable de l'histoire et reconnaissent que personne ne peut promouvoir la liberté en créant de nouvelles formes de contraintes. En réalité, toutes les formes de violence systémique sont, entre autres choses, des atteintes au rôle de l'imagination comme principe politique, et le reconnaître est la seule façon de commencer à envisager l'élimination de la violence systématique. Et on pourrait écrire des sommes entières sur les atrocités commises tout au long de l'histoire par des cyniques et autres pessimistes. C'est là la première proposition. La deuxième, je dirais, est que toute théorie sociale anarchiste devrait rejeter la moindre trace d'avant-gardisme. Le rôle des intellectuels n'est certainement pas de former une élite qui puisse parvenir aux analyses stratégiques justes et ensuite entraîner les masses. Mais alors, quel est leur rôle? C'est une des raisons pour lesquelles j'ai intitulé cet essai « Pour une anthropologie anarchiste », car je pense que l'anthropologie est particulièrement bien placée pour nous venir en aide sur ce point. Et ce n'est pas seulement parce que la plupart des communautés autonomes et des économies non marchandes réellement existantes dans le monde ont été étudiées par des anthropologues, plutôt que par des sociologues ou des historiens. C'est aussi parce que la pratique de l'ethnographie offre en quelque sorte un modèle, même si c'est un modèle rudimentaire et naissant, de la façon dont pourrait fonctionner une pratique intellectuelle révolutionnaire non avant-gardiste. Quand on réalise une étude ethnographique, on observe ce que les gens font, et on essaye ensuite de découvrir la logique symbolique, morale ou pragmatique implicite qui sous-tend leurs actions.
On essaye de découvrir la logique derrière les habitudes et les actions des gens, logique dont ils ne sont pas complètement conscients. C'est précisément là un des rôles évidents de l'intellectuel radical. Observer ceux qui créent des alternatives viables, essayer de comprendre quelles peuvent être les implications plus larges de ce qu'ils font déjà, et offrir ensuite ces idées, non pas comme des prescriptions, mais comme des contributions ou des possibilités, comme des dons. C'est plus ou moins ce que j'essayais de faire quelques paragraphes plus haut, lorsque j'ai suggéré que la théorie sociale pouvait être refaçonnée en un processus de démocratie directe. Et comme cet exemple l'indique clairement, un tel projet devrait avoir 2 dimensions, ou moments si vous préférez, en dialogue constant. L'une qui soit ethnographique, l'autre utopique. Rien de tout cela n'a grand-chose à voir avec ce que l'anthropologie, même l'anthropologie radicale, a été au cours du dernier siècle. Il n'en reste pas moins qu'il y a depuis toujours une affinité étrange entre l'anthropologie et l'anarchisme, ce qui, en soi, est significatif. Graves, Brown, Mauss et Sorel. Ce n'est pas tant que les anthropologues aient embrassé l'anarchisme ou même qu'ils aient épousé consciemment les idées anarchistes. C'est plutôt qu'anthropologues et anarchistes évoluaient dans les mêmes milieux et que leurs idées avaient tendance à se réverbérer. Quelque chose dans la pensée anthropologique en particulier, sa conscience aiguë de l'étendue même des possibilités humaines, lui a donné dès le début des affinités avec l'anarchisme. Commençons par Sir James Frazer, même s'il était tout sauf anarchiste. Frazer, titulaire de la chaire d'anthropologie de Cambridge au tournant du siècle dernier, était un victorien barbant typique, qui a écrit sur les coutumes primitives en se basant principalement sur les résultats de questionnaires envoyés à des missionnaires et à des fonctionnaires de colonies. Son penchant théorique avoué était profondément condescendant. Il croyait, par exemple, que presque toute magie, tout mythe ou rituel était basé sur de bêtes erreurs de logique. Mais son œuvre maîtresse, le Rameau d'or, contenait des descriptions d'esprits des arbres, de prêtres eunuques, de dieux de la végétation mourante et de sacrifices de rois divins, si exubérants, si fantaisistes et si étrangement belles, qu'il a inspiré toute une génération de poètes et de gens de lettres. Parmi ces derniers, il y avait Robert Graves, un poète britannique devenu célèbre pour avoir écrit des vers satiriques mordants dans les tranchées de la Première Guerre mondiale. À la fin de la guerre, Graves s'est retrouvé dans un hôpital en France où il a été soigné pour une psychose traumatique par W.H.R. Rivers, l'anthropologue britannique célèbre pour l'expédition du détroit de Torres, et qui était également psychiatre. Graves fut si impressionné par Rivers qu'il a par la suite suggéré que l'on confie tous les gouvernements du monde à des anthropologues professionnels. Ce n'est certes pas là une idée particulièrement anarchiste, mais Graves avait tendance à aller et venir entre toutes sortes de positions politiques étranges. En fin de compte, il allait complètement abandonner la civilisation, entre guillemets, la société industrielle, et passer les quelques 50 dernières années de sa vie dans un village sur l'île espagnole de Majorque, gagnant sa vie en écrivant des romans, mais produisant aussi de nombreux recueils de poèmes d'amour et une série d'essais parmi les plus subversifs jamais écrits. La thèse de Graves suggérait, entre autres, que la grandeur est une pathologie. Les grands hommes seraient essentiellement destructeurs, et les grands poètes ne seraient pas beaucoup mieux. Ses ennemis par excellence étaient Virgile, Milton et Pound. Graves croyait aussi que la vraie poésie est, et a toujours été, une célébration mythique d'une ancienne déesse suprême, dont Frazer avait eu quelques fugaces intuitions. Selon Graves, les disciples matriarcaux de cette déesse avaient été conquis et anéantis par les hordes aryennes si chères à Hitler quand elles avaient surgi des steppes ukrainiennes au début de l'âge du bronze, même si ces fidèles avaient survécu un peu plus longtemps en Crète minoenne. Dans un livre intitulé « Les mythes celtes », la déesse blanche, il prétend décrire les bases des rites consacrés à cette déité dans différentes régions de l'Europe, et s'attarde sur le rituel du meurtre périodique des époux royaux de la déesse, un moyen infaillible de s'assurer
que de grands hommes en puissance n'échappent pas à tout contrôle. Le livre se termine sur un appel à un effondrement industriel. J'ai bien dit qu'il prétend décrire les rites. Car ce qui est merveilleux, bien que déroutant, à propos des livres de Graves, est qu'il a de toute évidence tant de plaisir à les écrire, lançant une thèse extravagante après l'autre, qu'il est impossible de savoir ce qui est censé être pris au sérieux, ou même si cette question est pertinente. Dans un essai écrit dans les années 50, Graves invente la distinction entre raisonnable et rationnel, rendu célèbre par Stephen Tolmin dans les années 80. Mais il le fait dans un essai écrit pour défendre la femme de Socrate, contre sa réputation d'atroce mégère. Son argument étant « Imaginez que vous ayez été marié à Socrate ». Est-ce que Graves croyait réellement que les femmes sont toujours supérieures aux hommes? Est-ce qu'il s'attendait vraiment à ce qu'on croie qu'il avait résolu un problème mythique en tombant en transe analeptique et en surprenant une conversation sur les poissons entre un historien grec et un fonctionnaire romain à Chypre en l'an 54 de notre ère? La question vaut la peine d'être posée, car Graves, malgré l'opacité de ses écrits, a essentiellement inventé deux traditions intellectuelles qui deviendront par la suite des courants théoriques majeurs de l'anarchisme moderne. Même si ces courants, il est vrai, sont généralement considérés comme deux des plus outranciers. D'une part, le culte de la grande déesse qu'il avait ravivé est devenu une source d'inspiration première pour l'anarchisme païen et les hippies qui dansent en tournant sur eux-mêmes et qui sont toujours les bienvenus dans les actions de masse parce qu'ils semblent effectivement avoir un don pour influencer les conditions météorologiques. D'autre part, il a ouvert la voie aux primitivistes, dont le représentant le plus célèbre et le plus extrémiste est John Zerzan, qui a porté encore plus loin que Graves le rejet de la civilisation industrielle et l'espoir d'un effondrement économique généralisé, en affirmant que même l'agriculture était une grande erreur historique. Les païens et les primitivistes, curieusement, partagent précisément cette qualité indicible qui rend le travail de Graves si caractéristique. Il est vraiment impossible de savoir à quel niveau on doit le lire. C'est à la fois une auto-parodie absurde et en même temps extrêmement sérieux. Certains anthropologues, parmi eux quelques-unes des figures fondatrices de la discipline, ont eux-mêmes tâté de la politique anarchiste ou anarchique. Le cas le plus connu est celui au tournant du XXe siècle d'un étudiant du nom d'Al Brown, connu par ses amis de collège comme Anarchy Brown. Brown, l'anarchiste. Brown était un admirateur du célèbre prince anarchiste Pierre Kropotkin. Ce dernier, bien sûr, refusait son titre de noblesse. Explorateur de l'Arctique et naturaliste qui a plongé le darwinisme social dans une crise dont celui-ci ne s'est encore pas complètement remis, en documentant comment les espèces qui prospèrent le mieux ont tendance à être celles qui coopèrent le plus efficacement. La sociobiologie, par exemple, était essentiellement une tentative de réplique à Kropotkin. Plus tard, Brown s'est mis à porter manteau et monocle. Il a ajouté une rallonge aristocratique à son nom, A.R. Radcliffe Brown, et finalement, dans les années 20 et 30, il est devenu le principal théoricien de l'anthropologie sociale britannique. Le vieux Brown n'aimait pas beaucoup parler de ses idées politiques de jeunesse, mais ce n'est probablement pas une coïncidence si son principal intérêt théorique est resté le maintien de l'ordre social en dehors du cadre de l'État. Le cas le plus intrigant, toutefois, est peut-être celui de Marcel Mauss, un contemporain de Radcliffe Brown et le fondateur de l'anthropologie française. Mauss était de parents juifs orthodoxes et il a eu le bonheur et le malheur d'être également le neveu d'Émile Durkheim, le fondateur de la sociologie française. Mauss était aussi un socialiste révolutionnaire. Durant la majeure partie de sa vie, il a géré une coopérative de consommation à Paris. Il écrivit régulièrement de longs articles pour des journaux socialistes, mena des recherches sur les coopératives dans d'autres pays et tenta de créer des liens entre les coopératives afin de construire une économie anticapitaliste. Son ouvrage le plus connu a été écrit en réponse à la crise du socialisme qu'il percevait dans la réintroduction, par Lénine, de l'économie de marché en Union soviétique dans les années 20. S'il était impossible, même en Russie, la société la moins monétarisée d'Europe, d'éliminer l'économie monétaire par la voie législative, alors peut-être que les révolutionnaires devaient commencer à examiner la tradition ethnographique pour saisir quelle sorte de créature était réellement le marché et à quoi
pouvaient ressembler les alternatives au capitalisme qui soient viables. D'où son essai sur le don, écrit en 1925, dans lequel il soutient, entre autres choses, que tous les contrats tirent leur origine du communisme, un engagement inconditionnel envers les besoins de l'autre, et que, malgré d'innombrables manuels d'économie affirmant le contraire, il n'y a jamais eu d'économie fondée sur le troc. Les sociétés réellement existantes qui n'utilisaient pas l'argent ont plutôt été des économies du don, dans lesquelles les distinctions que nous faisons maintenant entre intérêt et altruisme, personne et propriété, liberté et obligation, n'existaient simplement pas. Mauss pensait que le socialisme ne pourrait jamais être décrété par l'État, mais qu'il pouvait seulement être construit graduellement, à partir de la base, qu'il était possible de commencer à construire une nouvelle société basée sur l'entraide et l'auto-organisation au sein même de l'ancienne, et que les pratiques populaires existantes offraient à la fois une base pour la critique morale du capitalisme et un aperçu de ce dont pouvait avoir l'air cette société future. Ce sont toutes là des positions anarchistes classiques. Néanmoins, il ne se considérait pas comme anarchiste. En fait, il n'a jamais rien eu de bon à dire au sujet des anarchistes. C'était parce qu'il associait principalement l'anarchisme à la figure de Georges Sorel, un anarcho-syndicaliste français, assez désagréable et antisémite, aujourd'hui connu principalement pour un essai intitulé « Réflexion sur la violence ». Sorel soutenait que, puisque les masses n'étaient pas fondamentalement bonnes ou rationnelles, il était vain de s'adresser d'abord à elles, à l'aide d'arguments raisonnés. La politique est l'art d'inspirer les autres avec de grands mythes. Aux révolutionnaires, il proposait le mythe d'une grève générale apocalyptique, un moment de transformation totale. Pour le soutenir, ajoutait-il, il faudrait une élite révolutionnaire capable de garder le mythe vivant par sa volonté de prendre part à des actes de violence symbolique. Une élite qui, comme le parti d'avant-garde marxiste, dont la violence est souvent quelque peu moins symbolique, est décrite par Mauss comme une sorte de complot perpétuel, une version moderne des sociétés politiques secrètes des hommes de l'Antiquité. En d'autres mots, Mauss voyait Sorel, et donc l'anarchisme, comme porteur d'irrationalité, de violence et d'avant-gardisme. Il peut sembler un peu curieux que parmi les révolutionnaires français de l'époque, ce soit le syndicaliste qui insiste sur le pouvoir du mythe et l'anthropologue qui élève des objections, mais dans le contexte des années 20 et 30, et le fascisme qui surgissait partout, on peut comprendre qu'un Européen radical, surtout s'il était juif, ait pu observer tout cela avec inquiétude. Assez pour mettre à mal l'image, autrement plutôt attrayante, de la grève générale qui, après tout, est la façon à peu près la moins violente d'imaginer une révolution apocalyptique. Dans les années 40, Mauss concluait que ces soupçons s'étaient révélés tout à fait fondés. À la doctrine de l'avant-garde révolutionnaire, écrit Mauss, Sorel a ajouté une notion empruntée à l'oncle de Mauss, Durkheim, une doctrine du corporatisme, de structures verticales maintenues ensemble par des techniques de solidarité sociale. Selon Mauss, Sorel a fortement influencé Lénine, de l'aveu propre de ce dernier. Ensuite, il a été repris par la droite. À la fin de sa vie, Sorel lui-même montrait de plus en plus de sympathie au fascisme. En cela, il a suivi la même trajectoire que Mussolini, qui avait lui aussi frayé avec l'anarcho-syndicalisme dans sa jeunesse, qui, de l'avis de Mauss, a mené ces mêmes idées durkheimiennes, soréliennes, léninistes à leur conclusion ultime. À la fin de sa vie, Mauss était convaincu que même les grands spectacles rituels, les défilés au flambeau de Hitler avec leurs chants de Sieg Heil, avaient été inspirés par les récits que son oncle et lui avaient faits des rituels totémiques des aborigènes australiens. Quand nous décrivions comment les rituels peuvent créer de la solidarité sociale, en immergeant l'individu dans la masse, c'est plein Mauss, il ne nous est jamais apparu que quiconque appliquerait de telles techniques à l'époque moderne. En fait, Mauss se trompait. Des recherches plus récentes ont démontré que les rassemblements de Nuremberg étaient en fait inspirés des pep rallies de Harvard. Mais c'est une autre histoire. Le déclenchement de la guerre a ravagé Mauss, qui ne s'était jamais complètement remis de la perte de la plupart de ses proches lors de la Première Guerre mondiale. Lorsque les nazis ont occupé Paris, il a refusé de fuir. Il s'asseyait tous les jours dans son bureau avec un pistolet dans son tiroir en attendant l'arrivée de la Gestapo. Celle-ci n'est jamais venue, mais la terreur et le poids de son sentiment d'être complice de l'histoire ont finalement eu raison de sa santé mentale. L'anthropologie anarchiste qui existe presque déjà.
En définitive, Marcel Mauss a probablement eu plus d'influence sur les anarchistes que tous les autres réunis. Et ce, parce qu'il s'intéressait au système de valeurs alternatif, ouvrant la voie à l'idée que des sociétés sans État et sans marché l'étaient par choix. Ce qui, dans nos mots, signifie parce qu'elles étaient anarchistes. Dans la mesure où des fragments d'une anthropologie anarchiste existent déjà, ils trouvent leur source chez Mauss. Avant Mauss, il était unanimement admis que les économies sans monnaie ou sans marché fonctionnaient à l'aide du troc. Elles tendaient vers l'économie de marché, acquérir des biens et services utiles au moindre coût et s'enrichir si possible. Seulement, elles n'avaient pas encore développé de moyens sophistiqués pour le faire. Mauss a démontré que ces économies étaient en fait des économies du don. Elles n'étaient pas fondées sur le calcul, mais sur le refus de calculer. Elles étaient enracinées dans un système éthique qui rejetait consciemment la plupart des principes que nous considérons comme étant à la base de l'économie. Ce n'est pas que ces sociétés n'avaient pas encore appris à rechercher le profit par les moyens les plus efficaces, c'est plutôt qu'elles auraient considéré comme profondément choquant le postulat voulant que toute transaction économique soit mue par la recherche de la maximisation du profit, du moins si l'autre partie dans cette transaction n'est pas un ennemi. Il est significatif que l'un des rares anthropologues ouvertement anarchistes de mémoire récente, Pierre Clastres, un autre Français, soit devenu célèbre pour avoir avancé des idées semblables sur le plan politique. Il insistait sur le fait que l'anthropologie politique n'avait pas encore complètement surmonté les vieilles perspectives évolutionnistes qui voyaient avant tout l'État comme une forme d'organisation plus complexe que ce qui l'avait précédé. On présumait tacitement que les populations sans État, telles que les sociétés amazoniennes que Clastres a étudiées, n'avaient pas atteint le même stade que les Aztèques ou les Incas, par exemple. Et si, suggérait Clastres, les Amazoniens n'étaient pas complètement ignorants de ce à quoi pouvaient ressembler des formes élémentaires de pouvoir étatique, soit permettre à quelques hommes de donner à tous les autres des ordres qui ne pourraient être contestés, car soutenus par la menace du recours à la force, pas complètement ignorants donc, et étaient déterminés pour cette raison même à assurer que de telles formes ne voient jamais le jour. Et s'ils considéraient les prémices fondamentales de notre science politique moralement contestable. Le parallèle entre les deux réflexions est à vrai dire assez frappant. Les économies du don, le plus souvent, ne sont pas dénuées d'espace où peut se manifester l'esprit d'entreprise, mais l'organisation d'ensemble est constituée d'une manière telle que ceux-ci ne puissent jamais être utilisés comme plateforme pour créer des inégalités de richesse permanentes, puisque les individus ambitieux, par ailleurs, rivalisent entre eux pour savoir qui peut donner le plus. Dans les sociétés amazoniennes ou nord-américaines, l'institution du chef jouait le même rôle sur le plan politique. Celle-ci était si exigeante, si peu gratifiante et assortie de tels garde-fous qu'il n'y avait aucun moyen pour ces individus avides de pouvoir d'en tirer quelque chose. Les Amazoniens n'arrachaient peut-être pas la tête de leurs gouvernants tous les 2 ou 3 ans, mais la métaphore n'est pas tout à fait inappropriée. Sous cet angle, ces sociétés étaient toutes, de fait, des sociétés anarchistes. Elles étaient fondées sur le rejet explicite de la logique de l'État et du marché. Il s'agissait toutefois de sociétés anarchistes extrêmement imparfaites. La critique la plus communément adressée à Clastres consiste à demander comment ces Amazoniens pouvaient organiser leur société contre l'émergence de quelque chose dont ils n'avaient jamais vraiment fait l'expérience. C'est une question naïve, mais elle attire notre attention sur quelque chose de tout aussi naïf dans l'approche de Clastres. Celui-ci trouve le moyen de parler allègrement de l'égalitarisme sans concession de sociétés amazoniennes qui sont célèbres, d'autre part, pour leur utilisation du viol collectif comme arme pour terroriser les femmes qui transgressent les rôles attribués à leur sexe. C'est une lacune si criante qu'on se demande comment elle a pu lui échapper, d'autant plus que cela fournit justement une réponse à la critique que nous avons évoquée. Peut-être que les hommes amazoniens comprennent ce que serait un pouvoir arbitraire, incontestable et soutenu par la force, parce qu'ils exercent eux-mêmes ce type de pouvoir sur leurs femmes et leurs filles. Peut-être que c'est précisément pour cette raison qu'ils ne souhaitent pas qu'existent des structures par lesquelles ils se verraient imposer un tel pouvoir. Cela mérite d'être souligné, car Clastres est, à bien des égards, un romantique naïf. Mais d'un autre point de vue, il n'y a là aucun mystère. Après tout, il est question du fait que la plupart des Amazoniens ne veulent pas donner à qui que ce soit le pouvoir de les menacer de blessures physiques,
s'ils ne font pas ce qu'on leur dit. Peut-être devrions-nous plutôt nous demander ce que le fait d'éprouver le besoin d'expliquer cette attitude révèle de nous-mêmes. Vers une théorie du contre-pouvoir de l'imaginaire. Voici ce que j'entends par éthique alternative. Les sociétés anarchistes n'ignorent pas plus le penchant que peut avoir l'être humain pour l'avidité ou l'orgueil que les Américains modernes n'ignorent le penchant qu'il peut avoir pour l'envie, la gloutonnerie ou la paresse. Elles trouveraient seulement ces penchants aussi peu attrayants les uns que les autres comme fondement de leur civilisation. En fait, ces sociétés perçoivent ces phénomènes comme des dangers moraux si sérieux qu'elles en viennent à organiser la majeure partie de leur vie sociale de façon à les contenir. S'il s'agissait ici d'un essai purement théorique, j'expliquerais que tout cela nous suggère une façon intéressante de synthétiser les théories de la valeur et les théories de la résistance. Aux fins qui nous occupent, je me contenterai de dire que je pense que Mauss et Clastres ont réussi, un peu malgré eux, à jeter les bases d'une théorie du contre-pouvoir révolutionnaire. J'ai bien peur que cette affirmation paraisse un peu obscure. Je vais donc en exposer les arguments. Dans le discours révolutionnaire typique, un contre-pouvoir est un ensemble d'institutions qui se situent en opposition à l'État et au capital. Cela va des communautés autonomes aux syndicats radicaux et aux milices populaires. On parle aussi parfois d'anti-pouvoir. Et lorsque de telles institutions se maintiennent face à l'État, on parle habituellement d'une situation de double pouvoir. Selon cette définition, la majeure partie de l'histoire de l'humanité est en fait caractérisée par des situations de double pouvoir, puisque peu d'États historiques ont eu le moyen d'extirper de telles institutions, en supposant qu'ils aient eu la volonté de le faire. Mais les études originales de Mauss et de Clastres laissent voir quelque chose d'encore plus radical. Elles suggèrent que le contre-pouvoir, au sens le plus élémentaire, tout au moins, existe aussi là où les États et les marchés ne sont même pas présents. Que, dans de tels cas, plutôt que d'être incarné dans des institutions populaires qui s'opposent contre le pouvoir des seigneurs, des rois ou des plutocrates, il est incarné dans des institutions qui veillent à ce que ce type de personnage ne voit jamais le jour. Ce à quoi il s'oppose est alors quelque chose de potentiel ou de latent, une possibilité dialectique si vous préférez, au sein même de la société. Cela pourrait aider au moins à expliquer un fait autrement curieux, ce sont souvent les sociétés égalitaires qui sont les plus déchirées par de terribles tensions internes ou, du moins, par des formes extrêmes de violence symbolique. Bien sûr, toutes les sociétés sont, dans une certaine mesure, en guerre avec elles-mêmes. Il y a toujours des conflits d'intérêts, des factions, des classes et autres. De plus, les systèmes sociaux sont toujours fondés sur la poursuite des différentes formes de valeurs qui poussent les gens dans des directions différentes. Dans les sociétés égalitaires, qui tendent à accorder énormément d'importance à la création et au maintien du consensus dans la communauté, cela semble souvent provoquer une formation réactionnelle également élaborée. Un monde nocturne fantomatique, peuplé de monstres, de sorciers ou d'autres créatures d'épouvante. Et ce sont les sociétés les plus pacifiques qui sont aussi les plus hantées dans leur construction imaginative du cosmos, par les spectres de guerre perpétuelle. Les mondes invisibles qui les entourent sont littéralement des champs de bataille, comme si l'effort continuel déployé pour parvenir au consensus masquait une violence interne constante. Ou peut-être est-il plus juste de dire qu'il est le processus par lequel cette violence interne est mesurée et contenue, et que c'était précisément cela, et les chevaux de contradiction morale qui en résultent, qui étaient la source première de créativité sociale. Ce ne sont donc pas ces principes et ces impulsions contradictoires qui sont la réalité politique ultime, mais le processus régulateur qui les médiatise. Il est utile ici de donner quelques exemples. Premier exemple, les Piarois, une société très égalitaire, établie sur les rives des affluents de l'Orinoco. L'ethnographe Johanna Overing les qualifie elle-même d'anarchistes. Les Piarois accordent une grande valeur à la liberté et à l'autonomie individuelle et veillent à ce que personne ne soit jamais sous les ordres de quelqu'un d'autre et à ce que personne n'obtienne le contrôle des ressources économiques telles qu'ils puissent être utilisées pour restreindre la liberté des autres. Pourtant, les Piarois insistent aussi sur le fait que la culture piarois elle-même a été créée par un dieu maléfique, un bouffon cannibale à deux têtes.
Les Pierrois ont développé une philosophie morale qui définit la condition humaine comme étant prise entre un monde des sens, celui des désirs sauvages et présociaux, et un monde de la pensée. Devenir adulte implique d'apprendre à contrôler et à canaliser le premier par égard pour les autres, et de cultiver le sens de l'humour. Cela est toutefois rendu infiniment plus difficile par le fait que toute forme de savoir technique, même s'il est nécessaire à la vie, est, en raison de ses origines, empreint d'éléments de folie destructrice. De la même façon, les Pierrois sont connus pour leur pacifisme. Le meurtre n'existe pas. L'hypothèse étant que toute personne qui aurait tué un autre être humain serait instantanément consumée par la pollution et mourrait d'une mort horrible. Mais ils vivent dans un cosmos de guerre invisible sans fin, dans lequel des magiciens s'occupent de repousser des attaques de dieux déments et voraces, et où toute mort est causée par un meurtre spirituel et doit être vengée par le massacre magique de communautés entières, distantes et inconnues. Deuxième exemple, les Tives, une autre société d'un égalitarisme notoire, sont établis sur les rives de la rivière Benue, dans le centre du Nigeria. Comparée à celle des Pierrois, leur vie domestique est relativement organisée suivant des principes hiérarchiques. Les hommes âgés tendent à avoir plusieurs femmes et se lèguent les uns aux autres les droits sur la fertilité des femmes plus jeunes. Les jeunes hommes sont donc contraints de passer la majeure partie de leur vie à ronger leurs freins comme célibataires dans la demeure de leur père. Au cours des derniers siècles, les Tives n'ont jamais été complètement à l'abri des raids de marchands d'esclaves. Le pays de Tives était aussi parsemé de marchés locaux. Les clans se livraient occasionnellement des petites guerres, quoique le plus souvent, les conflits importants étaient arbitrés par de grandes assemblées de la communauté. Néanmoins, il n'y avait pas d'institution politique au-delà de l'enceinte familiale. En fait, tout ce qui commençait le moindrement à ressembler à une institution politique était considéré intrinsèquement comme suspect, ou plus précisément, étant vu comme étant entouré d'une aura d'horreur occulte. Et cela, comme l'ethnographe Paul Bohannan l'a résumé succinctement, en raison de la perception que l'on avait de la nature du pouvoir, les hommes parviennent au pouvoir en consumant la substance des autres. Les marchés étaient protégés, et le respect des règles du marché était imposé par des maléfices qui se manifestaient par des maladies, et qui tiraient leur puissance du sang et des parties du corps humain entrant dans leur préparation. Les hommes entreprenants qui réussissaient à se faire une certaine renommée, à acquérir richesse ou clientèle, étaient par définition des sorciers. Leur cœur était recouvert d'une substance appelée tsave, qui pouvait seulement être alimentée par l'ingestion de chair humaine. La plupart essayaient d'éviter de le faire, mais on racontait qu'il existait une société secrète de sorciers qui glissaient des morceaux de chair humaine dans la nourriture de leurs victimes. Ces derniers contractaient ainsi une dette de chair et une envie contre nature de dévorer tous les membres de leur famille. Cette société imaginaire de sorciers était vue comme le gouvernement invisible du pays. Le pouvoir était donc le mal institutionnalisé et, à chaque génération, un mouvement de chasse aux sorcières surgissait pour démasquer les coupables, détruisant ainsi, en réalité, toute structure de pouvoir naissante. Troisième exemple. Les hautes terres de Madagascar, où j'ai vécu entre 89 et 91, étaient un endroit assez différent. La région avait été le centre d'un État malgache, le royaume Mérina, à partir du début du XIXe siècle, et elle avait par la suite subi de longues années de rude domination coloniale. Il y avait une économie de marché et, en théorie, un gouvernement central dominé en grande partie, pendant la période où j'y étais, par ce qu'on appelait la bourgeoisie mérina. Mais ce gouvernement s'était en fait retiré de la majeure partie de la campagne et, en réalité, les communautés rurales se gouvernaient elles-mêmes. À bien des égards, ces dernières pouvaient également être considérées comme anarchistes. La plupart des décisions locales étaient prises par consensus, par des regroupements informels. Le leadership était considéré au mieux comme suspect et on considérait qu'il n'était pas bon que des adultes se donnent des ordres, surtout sur une base régulière, ce qui faisait que même des institutions comme le travail salarié étaient considérées par nature comme moralement suspectes ou, pour être plus précis, non malgaches. Ces comportements étaient plutôt ceux qu'avaient les Français ou, jadis, les rois et les cruels propriétaires d'esclaves. La société était dans l'ensemble remarquablement pacifique.
Et pourtant, encore une fois, elle était entourée de guerres invisibles. À peu près tout le monde avait accès à des filtres ou à des esprits dangereux, ou bien était prêt à le prétendre. La nuit était hantée par des sorciers qui dansaient nus sur des tombes et chevauchaient les hommes comme des chevaux. Et à peu près toutes les maladies étaient attribuables à la jalousie, à la haine et à la magie. Qui plus est, la relation entre la sorcellerie et l'identité nationale était étrange et ambivalente, alors que les gens faisaient des références rhétoriques aux malgaches comme étant égaux et unis, comme les cheveux d'une tête, les idéaux d'égalité économique étaient rarement, si ce n'est jamais, évoqués. Cependant, on présumait que quiconque devenait trop riche ou trop puissant serait anéanti par la sorcellerie et, bien que la sorcellerie fût la définition même du mal, elle était aussi vue comme typiquement malgache. Les sorts étaient seulement des sorts, mais les mauvais sorts étaient appelés sorts malgaches. Si l'on accomplissait des rituels de solidarité morale et si l'on invoquait l'idéal d'égalité, c'était le plus souvent lors de rituels tenus pour refouler, chasser ou détruire les sorciers qui, paradoxalement, représentaient l'incarnation déformée et la figure de contrôle pratique de l'éthos égalitaire de la société elle-même. Notez que dans chaque cas, il y a un contraste frappant entre le contenu cosmologique, qui est pour le moins tumultueux, et le processus social qui, lui, recherche la médiation et le consensus. Aucune de ces sociétés n'est totalement égalitaire. Il existe toujours certaines formes clés de domination, tout au moins des hommes sur les femmes ou des aînés sur les jeunes. La nature et l'intensité de ces formes de domination varient énormément. Dans les communautés pierrois, les hiérarchies étaient si modestes, covering, doute qu'on puisse même vraiment parler de domination masculine, malgré le fait que les leaders de la communauté soient invariablement des hommes. Il semble en être tout autrement pour les Tiv. Quoi qu'il en soit, les inégalités structurelles existent invariablement, et je crois, par conséquent, qu'il est juste de dire que ces anarchies, non seulement sont imparfaites, mais qu'elles contiennent en elles les germes de leur propre destruction. Ce n'est certainement pas une coïncidence si, lorsque des formes de domination plus importantes, plus systématiquement violentes apparaissent, elles s'inspirent précisément de ces critères de l'âge et du sexe pour établir leur légitimité. Néanmoins, je crois que ce serait une erreur de voir la violence et la terreur invisibles simplement comme la résolution des contradictions internes engendrées par ces formes d'inégalité. On pourrait peut-être argumenter que cela est vrai en grande partie pour la violence réelle et tangible. En effet, il est bien connu que dans les sociétés où les seules inégalités notoires sont celles fondées sur le sexe, les seuls meurtres qu'on observe impliquent des hommes qui se tuent entre eux pour des femmes. De la même façon, il semble que plus les différences entre les rôles des hommes et des femmes sont marquées dans une société, plus il y a de violence physique. Mais cela ne signifie tout de même pas que si toutes les inégalités disparaissaient, alors tout, même les représentations imaginaires, deviendrait serein et paisible. Dans une certaine mesure, j'imagine que toute cette turbulence découle de la nature même de la condition humaine. Il semble que toutes les sociétés voient la vie humaine fondamentalement comme un problème. Elles ont beau différer quant à ce qu'elles jugent être le problème, le travail, le sexe et la reproduction, à tout le moins, sont vus comme lourds de dilemmes. Les désirs humains sont toujours capricieux. Et puis il y a le fait que nous allons tous mourir. Il y a donc amplement de quoi être angoissé. Aucune de ces difficultés ne disparaîtra si nous éliminons les inégalités structurelles, même si je pense que cela améliorerait radicalement les choses à tous les autres niveaux. En effet, le fantasme que les problèmes inhérents à la condition humaine, au désir et à la moralité puissent tous être résolus d'une manière ou d'une autre est particulièrement dangereux. C'est une représentation utopique qui semble toujours planer derrière les prétentions du pouvoir et de l'État. Au contraire, comme je l'ai suggéré, la violence spectrale paraît émerger des tensions qui sont inhérentes au projet de maintenir une société égalitaire. Autrement, on s'attendrait, tout au moins, à ce que l'imagination tive soit plus tumultueuse que celle des Pierrois. Clastres avançait aussi l'idée que l'État était né du sentiment d'une impossible résolution des problèmes liés à la condition humaine. Il argumentait qu'il était impossible, historiquement, que l'institution de l'État fût issue des institutions politiques des sociétés anarchistes, car celles-ci étaient conçues pour garantir que cela ne se produirait jamais. L'État, selon lui, pouvait seulement être issu des institutions religieuses.
Clastres attirait l'attention sur les prophètes Tupinamba, qui avaient entraîné la population tout entière dans une vaste migration en quête de la terre sans mal. Bien sûr, dans d'autres contextes, ce que Peter Lamborn Wilson appelle la machine clastrienne, cet ensemble de mécanismes qui s'opposent à l'émergence de la domination, ce que j'appelle l'appareil du contre-pouvoir, pourra elle-même se retrouver prise dans de tels fantasmes apocalyptiques. Le lecteur objectera peut-être ici: d'accord, mais qu'est-ce que tout cela a à voir avec les types de communautés insurrectionnelles auxquelles les théoriciens révolutionnaires font habituellement référence lorsqu'ils utilisent le mot contre-pouvoir? Il peut être utile ici d'examiner la différence entre les deux premiers cas et le troisième. Car les communautés malgaches que j'ai connues en 90 vivaient dans une situation proche de l'insurrection. Entre le 19e et le 20e siècle, il y a eu une transformation remarquable des attitudes populaires. À peu près tous les récits du 19e siècle insistent sur le fait que, malgré un ressentiment généralisé à l'endroit d'un gouvernement malgache corrompu et souvent brutal, personne ne remettait en question la légitimité de la monarchie elle-même, en particulier leur loyauté personnelle, absolue envers la reine. Personne ne remettait non plus explicitement en question la légitimité de l'esclavage. Après la conquête de l'île par la France en 1895, immédiatement suivie par l'abolition de la monarchie et de l'esclavage, tout cela semble avoir changé extrêmement rapidement. En l'espace d'une génération, on a commencé à observer l'attitude que j'ai constatée presque systématiquement dans les campagnes 100 ans plus tard. L'esclavage est un fléau et les monarques des êtres immoraux par nature, parce qu'ils traitent les autres comme des esclaves. En définitive, toutes les relations de commandement, service militaire, travail salarié, travail forcé, en sont venues à être assimilées dans l'esprit des gens à des variantes de l'esclavage. Les institutions mêmes, qui étaient perçues auparavant comme inattaquables, étaient maintenant la définition même de l'illégitimité, et cela particulièrement parmi ceux qui avaient le moins accès à l'éducation supérieure et aux idées du siècle des Lumières. Être malgache en est venu à être défini comme le rejet de telle façon de faire étrangère. Si on combine cette attitude avec la résistance passive continuelle aux institutions de l'État et l'élaboration de modes de gouvernement autonomes et relativement égalitaires, on peut voir quelle révolution s'est produite. Après la crise financière des années 80, l'État s'est en réalité effondré dans une bonne partie du pays, ou en tout cas s'est transformé en une sorte de coquille vide sans pouvoir de coercition systématique. Les habitants ruraux ont continué, comme ils le faisaient auparavant, de se rendre périodiquement dans des bureaux pour remplir des formulaires, même s'ils ne payaient plus de véritables taxes, que le gouvernement ne fournissait presque plus de services, et que la police n'intervenait plus en cas de vol ou même de meurtre. Si une révolution est faite par des gens qui résistent à une forme de pouvoir identifiée comme oppressive, qui identifient une dimension clé de ce pouvoir comme étant à l'origine de la nature fondamentalement répréhensible du pouvoir, et qui essaient ensuite de se débarrasser de leur oppresseur de façon à tenter d'éliminer complètement cette forme de pouvoir de la vie quotidienne, alors il est difficile de nier que, d'une certaine façon, il s'agissait en effet d'une révolution. Il n'y a peut-être pas eu de véritable soulèvement, mais c'était néanmoins une révolution. Quant à savoir combien de temps elle durerait, c'est une autre histoire. Il s'agissait d'une forme de liberté précaire et très fragile. Un grand nombre de ces enclaves se sont effondrées, à Madagascar comme ailleurs. D'autres perdurent et de nouvelles sont constamment créées. Le monde contemporain est parsemé de tels espaces anarchistes. Et plus ils ont de succès, moins il y a de chances que nous en entendions parler. C'est seulement si un tel espace sombre dans la violence qu'il y a une chance quelconque que des gens de l'extérieur apprennent son existence. Une question intrigante est celle de savoir comment des changements si profonds dans les attitudes populaires ont pu se produire si rapidement. La réponse probable est qu'en réalité, cela n'a pas été si rapide. Les observateurs étrangers, même ceux qui vivaient sur l'île depuis longtemps, n'étaient tout simplement pas au courant de certaines choses qui se déroulaient dans le royaume au XIXe siècle. Mais il est également évident que quelque chose dans l'imposition du pouvoir colonial a permis un remaniement rapide des priorités. C'est, je dirais, ce que permet l'existence continue de formes de contre-pouvoir profondément enracinées. Ainsi, une grande partie du travail idéologique de la Révolution s'est effectuée précisément dans le monde occulte des sorciers et des magiciens, par une redéfinition des implications morales des différentes formes de pouvoir magique.
Et cela souligne combien ces zones spectrales sont toujours le pivot des représentations morales, une sorte de réservoir créatif aussi, de changement révolutionnaire potentiel. C'est précisément de ces espaces invisibles, invisibles avant tout pour le pouvoir, que proviennent en fait le potentiel insurrectionnel et la créativité sociale extraordinaire qui semblent surgir de nulle part dans les moments révolutionnaires. Donc, pour résumer l'argument jusqu'ici, primo, le contre-pouvoir est d'abord et avant tout enraciné dans l'imagination. Il naît du fait que tout système social est un enchevêtrement de contradictions, toujours jusqu'à un certain point en guerre entre elles. Ou, plus précisément, le contre-pouvoir est enraciné dans la relation entre l'imagination pratique requise pour maintenir une société fondée sur le consensus, comme toute société qui n'est pas fondée sur la violence doit l'être en définitive, c'est-à-dire le travail constant de l'identification imaginative avec les autres qui rend la compréhension possible. Ou, plus précisément, le contre-pouvoir est enraciné dans la relation entre l'imagination pratique, requise pour maintenir une société fondée sur le consensus, comme toute société qui n'est pas fondée sur la violence doit l'être en définitive, c'est-à-dire le travail constant de l'identification imaginative avec les autres, qui rend la compréhension possible, et la violence spectrale, qui paraît être son corollaire constant, et peut-être inévitable. Deuxièmement, dans les sociétés égalitaires, on peut dire que le contre-pouvoir est la forme prédominante de pouvoir social. Il veille contre ce qui est vu comme des possibilités effrayantes au sein même de la société, notamment l'apparition de formes systématiques de domination politique ou économique. Du point de vue institutionnel, le contre-pouvoir prend la forme de ce qu'on pourrait appeler des institutions de démocratie directe, de consensus et de médiation, c'est-à-dire des façons de négocier et de contrôler socialement cet inévitable tumulte interne et de le transformer en des états sociaux, ou, si vous préférez, des formes de valeurs, considérées par la société comme les plus désirables. La convivialité, l'unanimité, la fertilité, la prospérité, la beauté, peu importe comment cela est formulé. Tertio, dans les sociétés très inégalitaires, le contre-pouvoir imaginatif se définit souvent en opposition à certains aspects de la domination perçus comme particulièrement odieux. Et il peut parfois tenter de les éliminer complètement des relations sociales. Il devient alors révolutionnaire. Du point de vue institutionnel, le contre-pouvoir, en tant que creuset des représentations, est responsable de la création de nouvelles formes sociales, de la revalorisation ou de la transformation de formes anciennes. Quarto, dans les moments de transformation radicale, les révolutions au sens traditionnel, c'est précisément au compte de ce contre-pouvoir que l'on peut mettre la notoire habileté populaire à créer des formes politiques, économiques et sociales complètement nouvelles. C'est donc la racine de ce qu'Antonio Negri a appelé le pouvoir constituant, le pouvoir de créer des constitutions. La plupart des régimes constitutionnels modernes se voient comme issus de rébellions, la Révolution américaine, la Révolution française et ainsi de suite. Cela n'a bien sûr pas toujours été le cas. Mais cela soulève une question très importante parce que toute anthropologie véritablement engagée politiquement devra commencer par considérer sérieusement la question de ce qui sépare vraiment ce que nous nous plaisons à appeler le monde moderne du reste de l'histoire de l'humanité, où sont généralement relégués les gens comme les Pierrois, les Tives ou les Malgaches. C'est, comme on peut l'imaginer, une question assez délicate, mais j'ai bien peur qu'elle ne puisse être écartée, sans quoi de nombreux lecteurs ne seront pas convaincus qu'une anthropologie anarchiste doit exister.